Cet homme que vous voyez actuellement à l'écran, c'est Frédéric Valentich. Frédéric, c'était un pilote d'avion et il lui est arrivé quelque chose d'extrêmement étrange. Une chose tellement étrange que même aujourd'hui, on a du mal à l'expliquer. Sauf qu'il existe des documents, des enregistrements que j'ai retrouvés pour vous, qui attestent visiblement qu'un phénomène mystérieux lui est arrivé et qui a causé sa totale évaporation de la surface de la Terre. Bienvenue chez Toony, accrochez vos ceintures car le vol que nous allons prendre réserve bien des mystères. Un aller simple pour l'étrange. Bon, il existe tout un tas de pilotes très sérieux qui rapportent avoir vu durant des vols en avion des choses plutôt étranges, des objets volant de manière incompréhensible, qui parfois surpassent les lois de la physique en termes d'accélération et changement de direction, sans se désintégrer, en volant à côté d'eux. Ces choses que ces pilotes peuvent voir durant des vols sont parfois expliquées par des phénomènes météo rares, ou bien des lumières de bateaux par milliers qui forment comme des boules de feu sur l'océan, qui sont même visibles depuis l'espace. Par exemple, ces images de bateaux qui sont en fait en train de pêcher aux lanternes, ils ont des grosses lumières partout et regardez, on les voit depuis l'espace. Alors en Asie, ils ont des lumières vertes et en Atlantique, ils ont plutôt des lumières oranges. Ou encore des sortes de mirages avec des nuages ou des jeux de lumière. Sauf que certains témoignages de pilotes laissent parfois songeurs sur la réalité des choses observées, qui peuvent parfois laisser penser à des objets venus d'ailleurs. Pourquoi pas? Et justement, le cas de Frédéric Valentich n'est pas anodin. Le dernier message qu'on a reçu de ce pilote a été « Ce n'est pas un avion ». Frédéric, lui, c'était un jeune homme de 20 ans quand les faits bizarres se sont produits. Il est donc un jeune pilote pas vraiment expérimenté avec seulement 150 heures de vol. Il avait tout de même certaines qualifications qui lui permettaient de voler de nuit, notamment celle de la lecture des instruments de bord. Sa qualification, en fait, elle lui permettait de voler de nuit, mais seulement par temps clair. C'est-à-dire que s'il y avait la moindre tempête ou le moindre nuage durant la nuit, il pouvait pas voler, c'était interdit, il avait pas la qualif. Étant un passionné d'aviation, il voulait en faire son métier, mais il s'était plus ou moins fait refouler de l'armée australienne. Oui, parce qu'en fait, Frédéric, il avait pas un dossier limpide comme de l'eau de roche. Entre échec sur échec aux différents concours pour devenir pilote professionnel, ou encore avec ses différents incidents de vol qu'on lui reprochait, de type se perdre dans une zone contrôlée interdite de survol, au-dessus de Sydney, ou même de voler dans un nuage à plusieurs reprises de manière volontaire. Il n'était pas du tout qualifié pour, et c'est hyper dangereux. Parce qu'en fait, quand vous volez dans un nuage, vous perdez tout sens de l'orientation, donc vous pouvez vous cracher. Ou pire, vous pouvez même éclater un autre avion, qui lui a le droit d'aller dans les nuages. Il était pas fifou en termes de pilotage. Autant vous dire qu'on était sur un Jean-Pierre Maverick de seconde zone, que personne ne voulait comme pilote. Bon, on est le 21 octobre 1978 en Australie, juste à côté de Melbourne, à l'aéroport de Moorabbin. De là, Frédéric décide de faire un vol jusqu'à King Island, situé à environ 230 km de là où il décolle. On ne sait pas vraiment pourquoi il fait ce trajet. Il n'a précisé nulle part pourquoi il avait décidé de se rendre sur King Island. Du moins, il a dit à la tour de contrôle qu'il va retrouver des amis. Sauf qu'il dit également à d'autres personnes qu'il part à la pêche aux écrevisses. Donc c'est un petit peu flou. Déjà, on ne sait pas pourquoi il va faire ce trajet, mais il va le faire. On a vérifié par la suite et les deux raisons étaient visiblement fausses. Aucun ami ne l'attendait sur King Island, il n'avait pas non plus appelé l'aéroport de King Island pour prévenir de sa venue. Plutôt étrange comme manière de fonctionner alors que normalement il est obligé de prévenir. Et surtout pour un pilote, je veux dire quand t'es pilote, on t'apprend qu'il faut préparer les choses, dire où tu vas, ce que tu vas faire, tes intentions, etc. Il l'a pas fait. Enfin du moins il l'a fait mais... il aurait menti un peu. Cette portion d'eau entre Melbourne et King Island que vous voyez se nomme le détroit de Bass. Frédéric doit donc le traverser entièrement. Il décolle avec son Cessna 182L, un petit avion de tourisme capable d'embarquer 4 personnes. Le vol se passe. 19h06. Frédéric est au-dessus de ce fameux détroit qu'il doit traverser. Cette étendue d'eau d'environ 200 km entre Melbourne et sa destination potentielle. Et oui, je dis potentielle parce que finalement, on ne sait pas vraiment où il veut aller. Et là, le centre de contrôle de vol de Melbourne reçoit un appel en provenance du Cessna de Frédéric. Et c'est là que ça va un petit peu se corser, parce qu'il va dire aux opérateurs par radio qu'il aperçoit apparemment un avion à 1400 mètres, qui normalement n'était pas prévu. Lui, il savait pas que cet avion devait être là. D'après son plan de vol, il n'y avait pas d'avion dans le coin. Il va donc demander à la radio, aux opérateurs qui sont au sol, est-ce que c'est normal qu'il y ait cet avion ici? Les opérateurs, très étonnés, lui répondent non, il n'y a normalement aucun avion dans cette zone. Il précise ensuite que l'engin le dépasse à très grande vitesse au-dessus de lui. Il dit à la radio que cette chose avait 4 énormes phares de couleur verte, et elle vient se coller à lui par sa droite, pour enfin se mettre à orbiter autour de lui, autour de l'avion de Frédéric. Et là, Frédéric, il va dire aux opérateurs, cette chose semble vouloir jouer avec moi. Les opérateurs, eux, ils sont stupéfaits d'entendre ça. Et ils vont demander à Frédéric d'identifier cet avion qui le colle, qui essaye de jouer avec lui. Un comportement en vol comme ça, c'est pas normal. Et donc quand les opérateurs vont demander à Frédéric d'identifier l'avion de manière formelle, lui, Frédéric, va répondre très simplement, ce n'est pas un avion.
En fait, il va décrire quelque chose de plutôt bizarre pour un appareil volant, et vole plutôt bizarrement. Mais c'est surtout les accélérations qui sont folles, d'après Frédéric. Il parle de quelque chose de long et métallique, une sorte de grand cigare métallique avec 4 phares de couleur vert. Il précise que pour lui, cet engin est inconnu, et qu'il fait surtout des choses impossibles en vol. Il précise à la radio que l'engin qu'il est en train de voir, il peut pas exister, et qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. J'ai retrouvé pour vous la transmission exacte qui a été faite entre Frédéric et les opérateurs au sol, la communication radio qui a été retranscrite à l'écrit, et vous allez l'écouter pour vous en rendre compte. Si on regarde rapidement, on peut voir ici que FSU, qui sont en fait les opérateurs de vol au sol, eh bien ils parlent avec Delta Sierra Juliette, qui est en fait l'immatriculation de l'avion de Frédéric. Delta Sierra Juliette, DSJ. On peut également voir ici le relevé d'événements rédigé par les opérateurs au vol. Mais écoutons plutôt cette discussion complètement surréaliste. Melbourne, ici Delta Sierra Juliette, y a-t-il du trafic connu sous les 5000 ? Delta Sierra Juliette, pas de trafic connu. Delta Sierra Juliette, il semble qu'il y ait un large avion sous les 5000. Delta Sierra Juliette, et quel type d'avion est-ce ? Delta Sierra Juliette, je ne peux pas confirmer, il y a 4 lumières, il semble que ce soit des lumières d'atterrissage. Delta Sierra Juliette. Melbourne, ici Delta Sierra Juliette, l'avion vient de passer juste au-dessus de moi à peine 30 mètres. Delta Sierra Juliette, ok, et c'est un large avion confirmé. Inconnu à cause de la vitesse de déplacement, y a-t-il des avions de l'Air Force dans les environs ? Delta Sierra Juliette, pas d'avion connu dans les environs. Melbourne, ça approche maintenant de l'est vers moi. Delta Sierra Juliette. Delta Sierra Juliette, il semble que ça essaie de jouer à une sorte de jeu avec moi. Ça a volé au-dessus de moi 2 ou 3 fois à une vitesse et une durée que je ne pourrais définir. Delta Sierra Juliette, et quel est votre niveau actuel ? Mon niveau est à 4500, 4500. Delta Sierra Juliette, et vous confirmez que vous ne pouvez pas identifier l'avion ? Affirmatif. Delta Sierra Juliette, ok, patientez. Melbourne, Delta Sierra Juliette, ce n'est pas un avion, c'est... Delta Sierra Juliette, pouvez-vous décrire l'avion ? Delta Sierra Juliette, ça a une forme longue. Je ne peux pas identifier plus que ça à cause de la vitesse. C'est derrière moi maintenant, Melbourne. Delta Sierra Juliette, et quelle serait la taille de l'objet ? Delta Sierra Juliette, il semble que ce soit stationnaire et que la chose orbite au-dessus de moi. Ça a aussi de la lumière verte. Ça semble métallique et entièrement brillant à l'extérieur. Delta Sierra Juliette. Après cette première transmission, Frédéric va rappeler les contrôleurs au sol. En fait, il va leur dire que l'étrange objet volant avait disparu. Il est maintenant 19h11. Tout se passe très rapidement, et son avion monomoteur Cessna commence à donner des signes de faiblesse. Le moteur ne tourne pas bien, il perd beaucoup de puissance. Et Frédéric va dire au contrôleur, c'est très bizarre, l'avion est revenu, il est juste au-dessus de moi, il est en train de planer mais ce n'est pas vraiment un avion. Après cette phrase, plus un bruit dans la radio. Les contrôleurs n'entendent plus rien, sauf les bruits de crépitement des ondes radio durant 17 secondes. Et enfin, après ces 17 secondes, un bruit de déchirement métallique surgit. Et puis après ça, plus rien. Le néant. Plus un bruit. Après ça, les autorités sont allées vérifier s'il avait atterri à King Island, sa destination potentielle. Mais absolument rien. Pas de Frédéric sur King Island. On a également vérifié l'aéroport duquel il avait décollé, près de Melbourne, pour voir s'il n'avait pas rebroussé chemin. Toujours rien. Frédéric avait disparu de la planète Terre. Et son avion aussi. Plus une trace de lui et son avion. Il s'était tout simplement comme évaporé. J'ai même retrouvé l'article du journal qui parlait de ça à l'époque. Il est titré « Après le repérage d'un ovni, un pilote disparaît ». On peut y lire la plupart des choses que je vous ai dites juste avant, notamment le déroulement de l'histoire et que des recherches à grande échelle sont menées. Ça parle également d'avions militaires dans le coin, mais ils étaient beaucoup trop loin de là où était Frédéric, pour qu'il les ait confondus. Il est également mentionné que si par mégarde il volait avec le type d'avion qu'il avait, le moteur se serait arrêté de lui-même. C'est-à-dire que le moteur sur ce Cessna, il peut pas supporter d'être à l'envers. Bref, il y a un autre article également que vous pouvez voir ici qui parle des recherches, mais rien, personne ne l'a retrouvé. Ni lui, ni son avion. Mais alors, la question qui se pose évidemment, qu'est-il arrivé à notre pauvre Frédéric ? Évidemment, la populace va imaginer tout de suite que ce cher monsieur Frédéric ait pu rencontrer une force, une vie peut-être venue d'ailleurs, qui aurait peut-être décidé d'embarquer avec elle notre fameux pilote débutant. Cet article de journal que vous voyez qui parle de la disparition de Frédéric est justement axé sur cette théorie. C'est indiqué que l'armée de l'air australienne avait reçu 11 appels ce soir-là, concernant des choses étranges qui volaient dans le ciel, pile dans la zone où Frédéric a disparu. Visiblement, au moins 11 personnes ont vu d'étranges lumières voler dans
cette zone à cette période. C'est rapporté par l'armée australienne, donc il y avait bien quelque chose de bizarre. Mais quoi? On peut également lire dans l'article que le père de Frédéric espérait qu'il soit enlevé par des extraterrestres, plutôt qu'il se soit écrasé en mer. On peut le comprendre, c'est son père. Son père dit également, et probablement sous l'emprise du désespoir, que le fait qu'on ait retrouvé aucune trace de son fils, ni même son avion, était une preuve qu'un ovni l'avait embarqué. Bon, après, le père, il a pas toute sa conscience. Son fils vient de disparaître dans des circonstances un peu bizarres, mais qui sait? Qui sommes-nous pour savoir? Donc là, on a tous les ingrédients qui peuvent laisser perplexe, avec preuve fournie par l'armée que quelque chose de bizarre volait dans le ciel. Les communications de Frédéric qui sont plus qu'étranges, une vaporisation totale du pilote et de son engin. Tout ça dans une marmite, ça peut laisser penser à des choses bizarres. Le problème, c'est que les gens qui ont rapporté ce qu'ils avaient vu dans le ciel ce soir-là, eh bien c'était après que le premier article de journal ait été publié concernant la disparition bizarre de Frédéric, et notamment de la communication surréaliste qu'il a eue avec les opérateurs au sol, ce qui jette un petit peu de discrédit sur la véracité des observations des gens. Et par-dessus le marché, cet endroit dans lequel il s'était mystérieusement évaporé est le détroit de Bass. Il s'y passe tellement de catastrophes, que ce soit en mer ou dans les airs, que les gens l'appellent le triangle de Bass, comme le triangle des Bermudes. On est vraiment saucé à la sauce mystère. Ce qui est étrange, c'est que Frédéric était passionné d'ovnis et d'extraterrestres en tout genre. Aurait-il pu orchestrer tout ça pour laisser croire à son enlèvement par des petits hommes verts? Ça paraît un petit peu gros quand même. Les experts, quant à eux, pensent que Frédéric aurait pu confondre les phares verts avec un corps céleste, notamment certains corps célestes à cette période de l'année. Certaines planètes et étoiles brillaient plus fortement que le reste de l'année justement. De plus, si on tire un trait sur ces différentes planètes et étoiles, la forme obtenue ressemble à la description qu'a faite Frédéric. Quelque chose d'ovoïde, une sorte de cigare un peu allongé. Un expert en 2013 explique qu'il aurait finalement perdu ses repères. Et en tournoyant sans le savoir, il aurait pu prendre les propres lumières de son avion pour celles d'un autre avion qui le poursuivait. Un peu comme un chat qui s'attrape la queue en quelque sorte. Bon, si c'est vraiment ça, on est tous contents que le mec ait pas fait carrière en tant que pilote professionnel. Bon. Certains parlent d'aurore australe, qui aurait pu confondre ces lumières vertes avec un engin. Vous savez, ces particules solaires qui, en entrant dans l'atmosphère, vont créer de la lumière verte. Eh bien, il aurait pu probablement les confondre avec un objet qui le suit. S'il naviguait à vue, donc sans instrument, il a pu être en proie à un phénomène qui peut être fatal. L'illusion de l'horizon incliné. Faut pas que ça arrive, ce genre de choses, c'est pas bon. En gros, ce truc-là, quand ça vous arrive et que vous avez pas d'instrument, du moins que vous savez pas les lire, c'est pas bon signe. Le soleil en se couchant peut éclairer une partie de l'horizon, mais en donnant l'illusion que celle-ci n'est pas droite. Du coup, le pilote qui voit l'horizon qui est incliné comme ça, mais c'est un effet d'optique en fait, l'horizon est droit, il voit l'horizon comme ça. Le pilote, il arrive, et ben il va se caler sur l'horizon, il va se pencher aussi, en pensant être droit. Sauf qu'il est pas droit, il est penché. Et qu'est-ce qui se passe quand on est penché? On tourne. Il va inévitablement finir par tournoyer et se cracher dans le pire des cas. On l'appelle aussi la spirale du cimetière. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a d'ailleurs John Fitzgerald Kennedy Jr. qui a perdu la vie à cause de ça. Durant 4 jours après sa disparition, des avions civils ainsi que des bâtiments maritimes vont ratisser 2600 km² sans jamais rien trouvé. Pas une trace. Sauf qu'en juillet 83, soit 5 ans après ce potentiel accident, un volet de capomoteur vient s'échouer sur l'île de Flinders. Et visiblement, cette pièce venait très probablement de l'avion de Frédéric, car c'était un capomoteur d'un Cessna comme celui de Frédéric. Les numéros de série de celui-ci coïncidaient avec les mêmes intervalles de numéros de série que l'avion de Frédéric. Mais on n'a pas pu affirmer de manière définitive s'il s'agissait vraiment d'un bout de son avion. Parce qu'en fait, les pièces, elles avaient visiblement des numéros de série dans certains intervalles, et donc il était possible que d'autres avions aient également les mêmes numéros de série. Par exemple, entre, je sais pas, je dis n'importe quoi, entre 100 et 200, il y a les 101, 102, 103, etc. Et admettons, cette pièce, elle était 103, sauf que dans cet intervalle, il y avait plusieurs avions qui avaient été fabriqués avec ces numéros de série. C'était quand même très peu probable que ce bout d'avion vienne d'un autre Cessna exactement identique dans cet intervalle de numéros de série. Ça fait beaucoup. Certains ont aussi pensé que Frédéric avait organisé sa propre disparition. Car, visiblement, un avion léger type Cessna a été aperçu en train de faire un atterrissage sauvage au même moment où l'avion de Frédéric disparaissait, potentiellement. Ça commence à faire beaucoup de choses étranges en même temps. Des médecins qui l'avaient suivi et des collègues à lui ont affirmé qu'il était impossible que Frédéric décide de mettre fin à ses jours. Exit donc le suicide ou autre. Mais attendez. C'est pas fini. Il y a un groupe d'ufologues composé d'ingénieurs et autres scientifiques voulant résoudre la question OVNI, des mecs passionnés. Ils s'appellent les Ground Saucer Watch. Et eux, ils affirment être en possession d'une photo prise par un plombier qui montre un objet étrange sortant de l'eau et allant dans le ciel. Tout ça de manière répétée. Voilà, ils faisaient des allers-retours dans l'eau et dans le ciel. Et voici justement la photo. En fait, en voyant cette photo, on peut penser à un nuage, mais les types affirment qu'il s'agit bien d'un objet solide, qui est entouré de vapeur ou de fumée, et qui vole très bizarrement, comme je vous l'ai dit. Il s'est écoulé 44 ans depuis cette histoire, et aujourd'hui,
Personne ne sait ce qui est arrivé à Frédéric, malgré toutes ces choses étranges qu'on a pu voir, ces communications surréalistes, et peut-être que personne ne le saura jamais. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.